Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de partager ces 20 minutes avec vous et cette session. Je suis Raphaël Fedaoui, je travaille chez Antemeta et Antemeta, en deux mots, on est une société de services spécialisée dans la transformation. On peut mettre beaucoup de choses derrière le mot transformation, mais transformation DSI au niveau infrastructure et l'accompagnement en fait sur des sujets justement en fait autour de la donnée. Et aujourd'hui en fait je vais avoir le plaisir de partager avec vous justement lors de cette session une problématique autour de la valorisation des données non structurées, donc au sein d'un système d'information, mais surtout aussi tout en respectant des contraintes qui vont être purement réglementaires comme GDPR. Mais avant toute chose, j'aimerais pour commencer prendre un moment solennel et tenir quelques promesses vis-à-vis de cette Assemblée. Je vous promets que lors de mon intervention, je ne vous parlerai pas des textes de loi. Je ne parlerai pas de mai 2018 et d'ailleurs encore moins des sanctions. Et je vais aussi surtout vous promettre de ne pas avoir un discours anxiogène sur la réglementation. En revanche, j'ai une autre promesse pour vous. C'est aujourd'hui, je vous promets, que au travers justement cette réglementation, partager avec vous un petit moment, essayer de vous convaincre comment on peut tirer profit de la réglementation pour justement aller au-delà de cette problématique qui est, ou cette contrainte de données purement personnelles, mais ouvrir vers d'autres typologies de données qui font partie intégrante aujourd'hui du système d'information, comme les données confidentielles, les données à forte valeur pour l'entreprise, qui constituent le patrimoine aujourd'hui de l'entreprise, et surtout, derrière, et ne soyez pas surpris, comment tirer ou arriver à avoir un ROI alors qu'on parle de réglementation. Parce que comme vous le savez tous, ici, mesdames et messieurs, quand on parle de réglementation, on ne peut pas parler de ROI. Moi, une fois, je discutais avec un client et je lui dis, mais on va réussir à trouver un ROI. Mais il me dit, mais monsieur, ça n'existe pas. C'est une réglementation. On parle plus de contraintes. On parle moins opérationnel côté DSI. Et on l'a vu, en fait, tout le long de cette matinée, lors des sessions qui étaient très intéressantes. Aujourd'hui, en fait, c'est plus un sujet qui vient de la direction générale, et on va voir le DSI, comme d'habitude, si j'ose dire, trouve-nous une solution opérationnelle pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Derrière GDPR, donc on l'a vu aussi, il y a la donnée. La donnée, capital informationnel d'une entreprise, le pétrole du XXIe siècle. Enfin, je vous laisse le loisir de choisir en fait l'expression qui vous semble bonne, mais surtout en fait dans les données, il y a deux typologies de données importantes dans une entreprise et qui sont aujourd'hui concernées directement justement par GDPR. Il y a les données structurées, ça a été évoqué. Aujourd'hui, moi je considère que sur ces données-là, vis-à-vis en fait des éditeurs, on a vu Oracle, il y en a d'autres aussi sur le marché, ils vont intégrer de base les principes de privacy by design et justement répondre par défaut avec des nouvelles versions, des bases de données, etc., à la réglementation. En revanche, là où il y a toujours un problème, qui sait m'aider et me dire sur quelle typologie de données? Je vous donne un indice, ça a été évoqué par une personne de la Société Générale. Ce sont les données non structurées. Exactement. Monsieur, vous avez gagné quelque chose, mais je vous dirai ça après.
ce sont les données non structurées. Pourquoi les données non structurées? Et qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, en fait, les données non structurées? Aujourd'hui, derrière ces données non structurées, dans une entreprise, on va retrouver quoi? On va retrouver des serveurs de fichiers, on va retrouver SharePoint, on va retrouver SharePoint Online, on va retrouver la messagerie. Et moi, ça fait en fait aujourd'hui à peu près 12 ans que j'interviens dans ces problématiques autour justement de la donnée. Et depuis 12 ans, à chaque fois que je vois des entreprises, que je rencontre des responsables de production, on me parle de quoi? Monsieur Fedaoui, à la base, c'était quelques années en arrière, je n'arrive pas à sauvegarder mon serveur de fichiers. J'ai trop de données dans mon serveur de fichiers. Après, on a évolué, on a commencé à avoir les systèmes, les technologies en fait adaptées. On est tombé dans une deuxième problématique. On a davantage de données, on tombe dans le dark data, c'est-à-dire j'ai une masse de données, je ne sais pas ce que je stocke, mais je stocke des choses. Mais là, en fait, on n'avait pas encore le phénomène du cloud. On était encore à peu près, on va dire, protégé en quelque sorte. On savait à peu près où est-ce que les données se trouvaient. Après, le cloud s'est répandu, on commence à avoir les box d'entreprise, les utilisateurs aussi qui vont consommer dans le cloud. Et moi, je qualifie en fait un peu, c'est un principe d'ubiquité de la donnée. Non structurée. Non structurée, elle est un peu partout. Elle nous suit. Je parle même des fois de balkanisation de cette donnée aujourd'hui. Ne voyez pas de connaissances ou d'annotation politique, mais plus en fait géographique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette donnée-là, elle est un peu partout éparpillée. Elle se trouve aussi bien dans le cloud, sur mon serveur de fichiers, sur mon NAS, et je ne sais pas ce que je stocke. Je ne sais pas ce que je stocke dans ces données-là. Et d'où les phénomènes, encore une fois, de dark data, de shadow IT, et tout ce qui s'ensuit. Et donc, nous, chez Antemeta, on s'est concentré justement sur cette problématique-là, sur la problématique des données non structurées. Il faut les traiter aussi et apporter des réponses. Et donc, on s'est inscrit dans une démarche au travers de 3 axes qui sont cartographier, gérer et rechercher. La cartographie, on en a parlé ce matin, mais moi j'aimerais juste en fait faire un focus quand même sur cette étape de cartographie qui non seulement en fait va me permettre de mieux appréhender les données non structurées, mais c'est surtout donc de point de vue purement technique, combien de données j'ai, etc., mais surtout connaître l'accessibilité de cette donnée-là. Qui a accès à cette donnée? Comment elle est accédée? Par quel utilisateur? On va prendre un exemple commun qui vous parle, allez, je vais dire à 99,9% de l'Assemblée ici présente. Combien de fois, au niveau de la direction informatique, on vous dit tel utilisateur est parti ou tel utilisateur a changé de département, pourtant, en fait, il va garder accès à ces données ou à des anciens répertoires. Et ça, généralement, c'est un exemple qui parle. À qui cela ne parle pas? Bon, ok. Parce que généralement, en fait, dans l'autre sens, on a du mal à avoir les mains levées. Et une fois, en fait, que j'ai fait cette cartographie-là, après, il faut s'intéresser aussi à la gestion de cette donnée. Aujourd'hui, encore une fois, cette donnée, elle est présente. Et la gestion de cette donnée-là, elle passe par quoi? Par des plans de remédiation, je vais corriger des accès de sécurité, par l'hiérarchisation de cette donnée. Ça, c'est pareil, ce n'est pas un nouveau concept. ILM, ça vous parle tous, Information Lifecycle Policy, ou Management. Ça vous parle gestion du cycle de vie de la donnée. Ça, c'est un concept, il n'est pas né hier, il existe d'il y a bien longtemps, mais aujourd'hui, en fait, vous savez, quand il y a une contrainte réglementaire, etc., ça permet aussi de renouer avec des certains projets, en fait, qui n'ont pas vu le jour au niveau de la DSI. Et surtout, en fait, derrière cette étape gérée, il y a l'étape rechercher, restituer. Parce qu'en fait, il ne suffit pas d'identifier ces données-là ou de mieux les gérer, mieux les stocker. Il faut être aussi en capacité, derrière, de pouvoir soit les restituer à une personne physique ou voire même bien les identifier dans mon système d'information. Vous savez, c'est comme une sauvegarde. Quand vous faites une sauvegarde de votre système d'information, l'idéal, ce n'est pas d'avoir une sauvegarde, mais surtout d'être en capacité de restaurer ces données. Là, on est exactement dans ce
dans cette démarche-là. Et donc cette démarche en fait proposée par Antemeta et son partenaire Veritas, aujourd'hui en fait, elle est disponible au mode vraiment service, au travers en fait une marketplace chez Antemeta, et avec une capacité à venir et vous accompagner justement en fait dans le cadre de ces 3 étapes clés sur les données non structurées. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, bien évidemment, je reviens juste en partie et très rapidement. Ça permet aussi, donc, au-delà du gain technique et opérationnel, de répondre aussi à certains articles phares de la réglementation, comme les articles 5 sur le traitement des données personnelles ou sur la sécurisation des données personnelles au sein d'un système d'information. Mais au-delà de tout ça, je pense que pour mieux illustrer ce propos, il n'y a pas mieux qu'un cas d'usage concret. Le cas d'usage, en fait, que j'aimerais partager avec vous concerne une société de 250 personnes. Donc, on est typiquement, en fait, comme Didier le disait tout à l'heure, dans le cadre de plutôt, en fait, une PME, une bonne PME, avec, en fait, un ensemble de patrimoine de données non structurées qui représente à peu près 5 téras de données pour plus de 5 millions de fichiers. Comme vous le savez tous, hein, ce qui pose problème dans les données non structurées, c'est la quantité de petits fichiers, bien au-delà aussi, en fait, de leur volume. Et donc, l'application, en fait, de cette démarche, qu'est-ce qu'elle a permis ou qu'est-ce qu'elle a apporté à l'entreprise? Déjà, en fait, on s'est rendu compte d'un point de vue purement technique. C'est qu'il y a plus de 3 millions de fichiers qui n'ont pas été accédés depuis 6 mois. Si on regardait sur une année, la volumétrie qui n'a pas bougé sur ces serveurs-là représentait plus de 80% de la volumétrie. C'est considérable. Donc ça, c'est de point de vue purement technique. C'est-à-dire, j'ai des données, oui, effectivement, elles sont là, elles ne bougent pas, mais je continue à les intégrer dans mon processus de production avec des niveaux de sécurisation autour des sauvegardes. Donc je vous laisse voir les quantités et la copie, le nombre de copies que l'on peut avoir de ces données-là. Mais surtout, on a commencé ensuite de zoomer et de regarder de très près, concernant quand même GDPR, qu'est-ce que j'avais en fait comme données sur mes serveurs de fichiers. Ben, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de 145 données qui s'y étaient en fait liées directement ou indirectement à des données type carte bancaire. Il y avait en fait plus de 246 données qui sont liées à des données à caractère personnel. Et mieux que ça, rappelez-vous en fait ce que je disais sur tout à l'heure, je parlais aussi d'accessibilité ou d'utilisateur en fait de mon système d'information. Ben, on s'est rendu compte, en classifiant et en catégorisant les utilisateurs, qu'il y avait en fait certains utilisateurs présentaient en fait un très fort risque pour l'entreprise. On les a classifiés en forts, moyens et faibles. Donc je ne vous parle pas des moyens, je vous parle déjà ceux qui présentent un risque fort, à tort ou à raison. Est-ce qu'il s'agit d'un utilisateur qui est plutôt lié à un antivirus ou un utilisateur plutôt en fait malveillant? C'est quelque chose derrière, de toute façon, où il faut analyser et regarder de très près pour définir justement en fait les plans de remédiation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait en fait dans cette deuxième étape qui est l'étape de gestion, où on a mis en place justement des actions de remédiation. On a mieux organisé aussi la structure de ces données non structurées, si j'ose dire, et surtout, derrière, on a aussi réussi à enrichir le registre, ce fameux registre que chaque entreprise doit maintenir à jour et doit alimenter, avec des données, encore une fois, qui vont concerner directement la réglementation, ou voire indirectement, voire pas du tout. C'est-à-dire, en fait, un des exemples très concrets, aujourd'hui, dans vos organisations, il y a les données personnelles, directes, indirectes, etc., on en a parlé, mais il y a aussi certaines données vitales pour l'entreprise. Un identifiant dans l'ERP, un numéro de commande, un certificat lié à un brevet, que sais-je. Et donc, ce type justement d'analyse très factuelle permet aussi de mettre la main ou de remettre la main sur ce type de données. Et ensuite, dans cette
phase, la dernière phase qui est la phase de recherche, ben, ça nous a permis aussi, derrière, de s'assurer de tout ce processus organisationnel cette fois-ci, en mettant à disposition des personnes qui ne sont pas du tout informaticiens, qui ne viennent pas du tout de la DSI, type RH, service légal, etc., pour qu'ils puissent avoir justement accès à certaines interfaces de recherche et d'identification pour pouvoir soit restituer, soit s'inscrire dans une logique purement légale, de recherche légale sur certaines données. Si je m'arrête à cette slide-là, je n'aurais pas tenu ma promesse jusqu'au bout par rapport, en fait, au titre de ma présentation. Parce que le titre, on disait aussi comment les valoriser et tirer profit de ces données-là. Alors, rassurez-vous, je ne vous parlerai pas de cerises ou de gâteaux. Bien évidemment pas. Mais quand même, là où, en fait, il existe un principe que je pense que vous connaissez, qui est, en fait, un principe de notation par rapport, en fait, à une proposition de valeur qu'un DSI peut avoir ou qu'une organisation peut avoir qui se classifie de -1 à +1. Le -1, en fait, ce qu'on appelle le fixe, c'est-à-dire, en fait, j'ai une problématique et je mets en place les moyens pour résoudre ce problème-là. Typiquement, j'ai une problématique GDPR, je mets en place les outils pour répondre à GDPR. Le deuxième niveau, c'est le niveau 0, ou ce qu'on appelle aussi le niveau enable. C'est-à-dire, au-delà, en fait, de résoudre un problème, j'en profite pour tirer des avantages qui sont des avantages un petit peu annexes. L'exemple concret dont je parlais tout à l'heure, c'est je traite les données personnelles, mais j'ouvre aussi le champ pour pouvoir aussi parler d'autres typologies de données, très confidentielles pour l'entreprise, etc., etc. Soit on s'arrête là, soit on va quand même aller chercher le +1. Et le +1, c'est quoi? C'est le empower, c'est-à-dire, ça me rend plus fort, où j'essaye quand même, en fait, d'avoir un niveau de retour sur investissement ou des bénéfices business qui vont être très directs. Et dans ces cas-là, si je reviens, en fait, à mon exemple de départ, sur mon cas d'usage que j'ai présenté, les bénéfices pour le business, typiquement, ça a été optimisation de certains investissements. Au lieu d'être dans une course, soit de consommation directement des espaces dans le cloud, ou voire même un rajout d'espaces de stockage parce que le stockage ne coûte pas cher et la capacité du stockage, elle est bientôt, elle va être par disque, la consolidation, elle est importante. On va pouvoir en fait mieux organiser ces données-là pour pouvoir mieux les stocker et mieux les protéger derrière, et surtout s'inscrire dans un processus de suppression de cette donnée qui n'ont pas lieu de rester dans mon organisation. Le deuxième avantage, c'est reprendre la main sur les données à forte valeur. Et ça, en fait, généralement, ça n'a même pas de prix. C'est-à-dire, là, en fait, on a réussi, en fait, à avoir une valorisation, mais ces données-là, en fait, n'ont même pas de prix, parce qu'en fait, l'impact de perte ou de fuite de certaines données peut avoir un impact très conséquent pour l'entreprise. Et le troisième, c'est l'impact de la sécurité sur l'image. On en a longuement parlé, en fait, lors de cette matinée. L'image de l'entreprise, aujourd'hui, ça devient, en fait, primordial. Aujourd'hui, une entreprise qui soit dans l'obligation de communiquer sur une fuite de certaines données, ça lui coûte, en fait, la perte engendrée peut être, en fait, très conséquente, substantielle. Pour ma part, je vous remercie pour votre attention. Alors, je ne vais pas m'attarder sur la présentation d'Ontemeta, on aura l'occasion d'en reparler à la pause. Mais surtout, en fait, je souhaite juste vous inviter à aller sur gdpr.fr. C'est un site très enrichissant, très sympa, au travers lequel vous allez retrouver en fait certaines informations qu'on a évoquées ce matin, mais surtout... vous êtes très fort, vous avez acheté le nom de domaine, vous êtes parfait, vous êtes extraordinaire. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Ouais. Vous êtes un malin. On essaye. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir pour moi de partager ces 20 minutes avec vous. Rendez-vous à la pause, n'hésitez pas, posez vos questions.
Et aussi bien Antemeta que Veritas sommes à votre disposition. Je vous remercie. Merci, on peut l'applaudir. Raphaël.